Skype, hein. Ouais, non, là, ça a l'air de marcher. Ok, c'est super, très bien. Donc, comme vous l'avez bien compris, la question de l'esprit est très importante. C'est pour ça qu'on étudie ça. Donc, il y a bien sûr ces deux aspects. Il y a l'aspect expérientiel de ce qu'est l'esprit. Donc, avec les éditions Mariana, il y a les enseignements de Venera Robina, etc., le lundi soir. Et justement, comme elle-même l'a conseillé, c'est important d'étudier l'auric. Donc, c'est pourquoi on a cet autre aspect ici le vendredi matin pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'esprit. Ouais, bien sûr que vous êtes toujours cordialement invité à essayer de vivre l'expérience de l'esprit et pourquoi pas bien sûr du Mahamudra. Mais là, c'est surtout les aspects cognitifs. Comment est-ce qu'on sait ou comment est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas, etc., etc. Ouais. Comment est-ce que différents types de conscience sont en accord avec la réalité ou pas? Ok, très bien. Et donc la dernière fois, on avait parlé de cette fameuse question de Corinne. Est-ce que la condition antécédente est la cause substantielle? Et donc, en fait, sa question, c'était surtout est-ce que c'est nécessairement d'un même type? Ok. Et donc, moi, j'avais rapporté sur le tapis la question de est-ce que la condition antécédente est la cause substantielle ou pas? Ouais, vous vous souvenez, c'était notre sujet. Est-ce que, par exemple, vous avez une conscience visuelle qui appréhende un arbre? Bonjour Lynn, bienvenue. Et donc, cette conscience visuelle qui appréhende un arbre, elle a en effet comme condition objectale l'arbre. Ouais, là, c'est facile. Là, la condition dominante, c'est la faculté. Ouais, la faculté visuelle. Et la condition antécédente, c'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Et la question de Corinne, c'était est-ce que c'est nécessairement d'un même type? Et donc, j'ai posé la question à Genla, l'un de mes maîtres ici, Venerable Geshe Gensen, qui m'a dit que, en fait, non, pas, selon son point de vue à lui, salut Eustache, on ne peut pas dire que la condition immédiate soit nécessairement la cause substantielle. Ouais, parce qu'une cause substantielle doit nécessairement être d'un même type. Et la condition immédiate n'est pas nécessairement d'un même type. Mhm. Ok, c'est ce que dit Kedubje ici dans son Dedun Yiki Munsel, dans son commentaire des 7 traités sur la cognition valide. Il dit ça littéralement, il dit une condition immédiate concordante n'a pas nécessairement besoin d'être d'un type similaire selon tous ses aspects. Il dit parce que certaines consciences non conceptuelles agissent en tant que cause substantielle pour les concepts qui sont leurs effets. Ouais, ça veut dire que vous avez des consciences conceptuelles non, des consciences non conceptuelles qui peuvent engendrer des consciences conceptuelles, tout simplement. Ouais, vous Mhm. pouvez avoir, par exemple, une perception visuelle, puis après, cette perception visuelle, elle est suivie d'une conscience mentale, et cette conscience mentale peut ensuite penser, forcément. Donc, vous avez un moment de conscience mentale non conceptuelle qui va engendrer un moment de conscience mentale conceptuelle, non? Oui. Ok, et donc, de ce point de vue-là, les deux ne sont pas d'un même type dans tous leurs aspects. Les deux sont des consciences mentales, mais l'une est non conceptuelle et l'autre est conceptuelle, non? Mhm. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que la condition immédiate, euh, parfois, elle peut être la cause substantielle, et parfois, elle est d'un même type, et parfois, elle n'est pas d'un même type. Voilà, c'est peut-être une réponse un peu alambiquée à donner à la question de Corinne la dernière fois. Ok, Euh, oui. Est-ce que je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est en fait l'idée quand je pense à quelque chose et ça me fait penser à complètement autre chose en fait. Oui, et tu peux même, par C'est ça exemple, l'idée. ouais, c'est ça l'idée. Et aussi, en fait, l'idée principale, c'est que tu peux penser à quelque chose et juste avant, avoir une conscience non conceptuelle. Et cette conscience non conceptuelle va donner ce moment de conscience conceptuelle. Et donc, les deux sont D'accord, vraiment ok. très différentes. L'une, n'est pas Mhm. conceptuelle et l'autre est conceptuelle. Et pourtant, l'une est la cause Ok. de l'autre. Mhm. Ok. Ouais. Ok. Et Kedubje parle d'un autre exemple. Il dit, par exemple, un arya qui est en perception yogique sur le non-soi, c'est une conscience non contaminée. Ouais, elle n'est pas contaminée par l'ignorance manifeste. Et Mhm. ensuite, cet arya sort de sa méditation sur le non-soi et sa conscience devient contaminée. Et donc, le moment de conscience immédiatement antérieur, c'était une conscience non contaminée qui va engendrer le moment de conscience actuel qui est une conscience contaminée. Ah ah! C'est un bon exemple aussi.
Ok, donc ça mérite d'être creusé, ouais. Et donc, bien sûr que après j'ai rapporté cet exemple à Venage Gensen, comme quoi quand on a une graine, par exemple, là, je ne suis pas en colère, mais il y a, je sais pas, quand est-ce que c'était la dernière fois? Enfin bref, une fois antérieure, j'étais en colère. Ensuite, cette colère s'est transformée en graine. Ouais, elle est devenue non manifeste. Et donc, imaginons que là, le Wi-Fi ne marche plus et que je me mette en colère. À ce moment-là, cette graine va engendrer un moment de colère manifeste. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, la graine va être la cause substantielle de la colère. La graine, c'est un facteur composé non associé, c'est pas de la conscience, mais ça va engendrer de la conscience. Ça va être la cause substantielle de la conscience. Et donc, ça pose question. Ouais, puisque cette fameuse citation de Acharya Dharmakirti qui dit Nam Shemi, Banam Sheki, Nyalemi, Pechi Yandrup, ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience, et bien là, il semble que dans certains cas, ce qui n'est pas de la conscience peut être la cause substantielle de la conscience. Une graine peut être la cause substantielle d'une affliction. Une graine n'est pas de la conscience, mais l'affliction, c'est de la conscience. Ouais, ça vous parle? Ouais. Et donc, dans ce cas-là, la Oui. réponse de Ken-là est très sensée. Il dit que dans ce cas-là, la graine qui n'est pas de la conscience, en effet, ce n'est pas de la conscience, mais c'est pas de la forme. Il faut surtout pas que ce soit de la forme. Parce que si c'est de la forme, eh ben, notre compréhension des renaissances, notre système sur les renaissances, etc., ne tient plus. Parce que si on dit que la matière peut être la cause de la conscience, à ce moment-là, notre corps pourrait très bien être la cause de la conscience et il n'y a plus besoin des renaissances. Ah ah! Donc on ne peut pas dire dans ce cas-là que si c'est un composé non associé qui est la cause substantielle de la conscience, on peut dire en effet, ce n'est pas de la conscience, d'accord, mais ce n'est pas de la forme. Voilà, c'est une porte de sortie qui mérite d'être creusée. Très bien, très bien. Et donc la dernière fois, on parlait aussi de ce problème. Un autre problème, euh, c'est que, comme vous le savez, les consciences et leurs objets, les consciences directes, les perceptions directes et leurs objets apparents sont nécessairement, tout ça c'est impermanent, vous êtes d'accord? Mm. Ok. Et donc vous avez la condition objectale, c'est une condition, donc elle doit exister avant son effet. Ouais. Donc la table que nous percevons visuellement est la cause, donc un moment de table est la cause directe d'un moment de conscience qui appréhende cette table. Et donc, comme elle cesse d'instant en instant, au moment où on a la conscience visuelle de la table vient juste de cesser d'exister. Et donc Oui. notre conscience visuelle appréhende un non-existant. Il a fait le continuum. Alors en effet, c'est la question du continuum, parce que sinon ça pose question. Et donc c'est ce que dit ici le texte, on est page 37, ouais. Ok, très bien. Page 37. Et donc, on va dire que on avait parlé des Vaibhashika, ouais, dans ce paragraphe-là. Hormis le Vaibhashika, tous les systèmes considèrent que la cause et l'effet surviennent nécessairement séquentiellement et ne peuvent donc survenir simultanément. Ouais, les Vaibhashika vont dire, par exemple, dans l'Abhidharma Kosha d'Acharya Vasubandhu, il dénombre 6 types de causes. Ouais, il dit Jegyu, Jegyu, Lanchi, Juadan, Kelnyan, Sumbardamadan, Kuntundo dans Naminte, Gyuni Nampa Drutu de. Ouais, elle dit la cause active, la cause coémergente, la cause de même fortune et la cause simultanée, ainsi que la cause afflictive et la cause de pleine maturation, sont toutes les 6 types de causes acceptées chez les Vaibhashika. Et parmi ces 6 types de causes, 3 coexistent à leurs effets. Ouais. Il y a la cause active, on en avait parlé, on avait dit la cause active de la table, c'est l'espace par exemple. L'espace qui est autour de la table n'entrave pas la production de la table. Et donc ça va être considéré comme une cause de la table, ouais. Une cause qui n'a pas d'efficience. Après, il y a les causes simultanées, par exemple, vous avez dans la table, vous avez les 4 éléments qui fabriquent la table, non? Les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, eh ben, ils coexistent en même temps et ils se maintiennent les uns les autres, ils se produisent en même temps d'une certaine manière. Ouais, c'est pourquoi la définition d'une cause coémergente, c'est pensun dunyam, zeta dekyai. Ouais, ça fait partie de la définition, ça veut dire qu'elles existent en même temps, sont des substances différentes et n'entravent pas leur production mutuelle.
Donc ça, c'est intéressant. Ok, donc je ne vais pas aller trop loin dans ces questions-là, mais chez les Vaibhashika, il y a la cause et l'effet qui existent en même temps, enfin, certaines causes et certains effets. Ok, mais pour les autres écoles, c'est impossible. Ouais. Dès lors, puisque l'objet observé, dit le texte, par une conscience est une de ces causes, il doit la précéder. Par conséquent, une conscience est dite connaître un phénomène qui existe juste au moment avant elle-même. En outre, les consciences sont des phénomènes momentanés, c'est-à-dire se désintégrant moment par moment. Et un seul moment de conscience est trop bref pour être remarqué par une personne ordinaire. Waouh! Donc c'est pourquoi il y a une citation de Dharmottara dans Recognizing Reality. Il donne la citation, il dit "Ngunsungi toparjawayang gyunyin kechikmani topaminu bechiro." Il dit que l'objet d'obtention d'une perception directe, c'est le continuum lui-même. C'est le continuum lui-même. Il dit parce qu'un instant infinitésimal ne peut pas être obtenu, ne peut pas être atteint par la perception directe. La perception directe n'a pas la capacité de certifier un moment trop bref. Ouais. Ouais, si par exemple je tourne les pages très vite devant vous, devant la caméra. Ok, combien de pages sont passées? Voilà. Qui dit un chiffre? Alors, moi, je l'ai. Alors, attendez. Ok. Ok, il y a 160 pages. En fait, non, parce qu'il y a recto verso. Donc, il y a 80 pages qui sont passées. Ok, très bien. On l'avait perçu. Ouais. Et donc, c'est apparu à vos yeux, mais c'est moins d'un dixième de seconde, hein, ou moins d'un vingtième de seconde. Le cerveau n'a pas le temps d'enregistrer tout ça. Ok. Et donc, c'est pourquoi il faut que ce soit un temps suffisamment euh, minimaliste pour que la conscience puisse certifier son objet. Sinon, c'est une condition inattentive, tout simplement. Ouais. Et donc, il faut que ce soit un continuum observé par un continuum de conscience. Ouais, ça vous parle? Donc, quand on dit le premier moment, quand on dit qu'une cognition valide, c'est une cognition nouvelle et infaillible, on dit c'est le premier moment, mais le premier moment, c'est pas un moment infinitésimal. Sinon, il n'y aurait pas de cognition valide chez les êtres ordinaires, puisque ce serait uniquement inattentif. Mhm. Ouais, donc, quand on dit le premier moment d'une perception visuelle qui réalise le bleu, par exemple, la couleur bleue, et ben dans ce cas-là, quand on parle d'un premier moment, c'est pas un moment infinitésimal, c'est un moment suffisamment long pour qu'on puisse certifier, pour qu'on puisse avoir le temps de certifier l'objet. Ouais. Ah, bravo, bravo, c'est super. Très bien. Donc, la fin du paragraphe. Ce que nous expérimentons à travers la perception sensorielle est plutôt un continuum de moments de conscience appréhendant le continuum de moments de l'objet, qui se désintègre aussi moment par moment. Ouais, c'est un peu le même principe que le feu et la fumée. Ouais, un moment de feu produit un moment de fumée. Et donc le moment de feu et le moment de fumée ne peuvent pas coexister. Par contre, vous pouvez très bien avoir le continuum du feu et le continuum de la fumée qui coexistent, non? Mhm. Ok, très bien, très bien. Ok, donc il va continuer dans la section d'après. Les perceptions sensorielles directes ne nomment pas leurs objets et ne réfléchissent pas sur eux. Ouais, ça vous le savez, ouais, parce que la définition d'une perception directe, c'est... Cognition libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, paf, 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 bravo, bravo. Très bien. Donc non conceptuelles par nature, elles sont pure expérience. Donc après, il y a une petite note par rapport à ce que veut dire phénomène, etc. Dans la philosophie bouddhiste, il parle de choses aussi. Ouais, bhava. Même si parfois bhava, ça peut vouloir dire aussi nature dans certains cas. Ouais, donc c'est pas toujours la même chose quand on dit, voilà, quand on parle de ça. Ok. Ok, très bien. Donc la note, il y a juste qu'on peut changer le connaissant par la cognition dans la dernière phrase. Ça, c'est pas très important. Ok, donc très bien. Toutes les pensées discursives portant sur l'objet observé par une perception sensorielle directe sont effectuées par des moments subséquents de conscience conceptuelle, produites à la suite de cette perception sensorielle. Ouais, donc on a, par exemple, on a une perception visuelle d'une table, et ensuite la conscience conceptuelle peut tout à fait certifier plusieurs aspects de la table, voire même certains vont certifier la nature de la table elle-même, la table. C'est-à-dire que certains vont dire que ce que perçoit ce que réalise notre conscience visuelle, ça va être quoi? D'aspect. On va dire ça va être simplement les contours et les couleurs. Ouais.
Ouais, vous savez que dans la philosophie bouddhiste la plus basique, on va dire que les objets d'appréhension des consciences visuelles sont les contours et les couleurs. Ouais, que les objets d'appréhension des consciences auditives sont les sons, que les objets d'appréhension des consciences olfactives sont les odeurs, etc., etc. Ouais. Donc, quand on voir une table et voir un contour et une couleur, c'est pas du tout la même chose. Et non. C'est-à-dire qu'une table ne se résume pas à un contour et une couleur. Ouais. Et pourtant, on peut dire qu'on voit une table. Est-ce que vous pouvez voir une table? Et oui. Pour l'instant. Ok, donc on peut voir une table. Très bien, donc certains diront que la conscience visuelle ne peut pas réaliser la table. Elle ne peut réaliser que le contour et la couleur de la table. Mais la conscience visuelle ne peut que voir la table, mais ou l'appréhender à la rigueur, mais pas la réaliser. Donc il va y avoir des nuances très raffinées parfois. Ouais, ok, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Jennifer, Oui, pour comprendre, donc, la perception directe visuelle réalise les contours et les couleurs, oui, mais on a besoin de la conscience conceptuelle pour réaliser l'objet. C'est comme ça qu'on peut oui. le comprendre? C'est comme ça que la première interprétation de Acharya Dharmakirti est faite, en effet. Au tout début, il mentionne les choses comme ça. Parce que, justement, il débat contre les Neyayika et les Mimamsaka qui considèrent que les consciences visuelles déterminent leurs objets, donc conceptualisent d'une certaine manière, en disant la perception visuelle dit ceci est une table, en gros. Hein. Et lui, il est à fond contre ça. Il dit non, c'est pas possible, une perception visuelle ne peut pas conceptualiser, ne peut pas déterminer son objet de manière conceptuelle. Et même, il dit, ne peut même pas déterminer son objet, ne peut même pas réaliser autre chose qu'une couleur et un contour. Et donc, ça pose question. Donc, la réponse, c'est de se dire, en effet, il y a une conscience conceptuelle qui vient juste après, qui dit, ceci est une table. Ouais. Excuse-moi, les contours, c'est la forme? On va dire c'est la forme, en effet, c'est les différents types de contours, la silhouette, on pourrait dire. D'accord, merci. Ouais. Parce que forme, en philosophie bouddhiste, ça veut dire matière. Chez les Sautrantika, forme égale matière. Ouais. Donc le son, c'est de la forme. Ouais. Donc là, on dira plutôt forme visuelle ou forme source. Ouais. Et donc dans ce cas-là, ça s'arrête à ces deux-là, les silhouettes ou les contours et les couleurs. Ouais. Et donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut dire qu'une conscience visuelle réalise une table? Dans ce cas-là, on dira qu'elle la réalise grâce à la conscience conceptuelle qui vient juste après. Ouais. C'est pourquoi le texte dit cela a mené la tradition bouddhiste à qualifier ses perceptions sensorielles directes de stupides et à contribuer à répandre l'idée parmi les interprètes occidentaux du bouddhisme que les consciences sensorielles sont de simples transmetteurs passifs véhiculant un signal de l'organe sensoriel à la pensée. Mais en fait, c'est pas uniquement les interprètes occidentaux, c'est la première lecture d'Acharya Dharmakirti. Ouais. Bien sûr qu'après, il a une lecture ascendante des choses, ouais, c'est ce que va dire Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality. Mais la toute première lecture, c'est en effet de dire que, exactement comme le font les Vaibhashika, les Sautrantika vont dire la conscience visuelle ne peut réaliser que des contours et des couleurs. Ouais. Et donc, une table, c'est bien plus que ça. Une table, ça a une fonction, ça a plein de choses que un simple contour et une couleur n'ont pas. Donc, c'est intéressant. J'ai une petite question, si je peux me permettre. Au niveau des... Merci. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais si je comprends bien, parce que dans une perception directe, sans parler de réaliser son objet, quand on voit quelque chose, si je prends l'exemple d'un ordinateur qui scanne quelque chose, il va scanner, donc l'ordinateur va scanner donc l'objet. On peut dire qu'il a une perception de l'objet, mais si dans sa base de données, il n'y a pas d'objet, il ne sait pas ce que c'est, il va juste scanner. Donc, il va scanner la table, il va voir la table, entre guillemets, voir dans le sens, il va voir ses contours et tout ça. Comme un bébé, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple d'un bébé, il va regarder, mais il ne sait pas ce que c'est, et il ne va peut-être pas l'analyser parce que, du coup, il faut après, conceptuellement, qu'on dise, tiens, ça c'est une table, on associe avec quelque chose de conceptuel
pour effectivement dire après, ben, c'est une table. Du coup, on pourrait aussi dire effectivement que peut-être que c'est pas une histoire de stupide, mais peut-être pourquoi pas, parce que euh, on ne voit que, je sais pas, moi, tu prends un microbe, il regarde une table, il va pas pouvoir voir la table, il va voir juste un trait ou je sais pas, enfin n'importe quoi. Du coup, ça pose quand même question dans, voilà, qui regarde quoi en fonction de ce qu'il connaît. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir avoir quelque chose. Je ne sais pas aussi si au niveau du cerveau, par exemple, alors je donne plusieurs exemples pour étayer mes propos, mais si notre cerveau, on fait, je ne sais pas, moi, au niveau du cortex visuel, on voit quelque chose, mais il n'a pas la capacité d'analyser parce que, je ne sais pas, il a eu un accident, il va juste voir quelque chose et puis ça s'arrête là. Oui, Je ne oui, sais pas si je suis clair, mais du coup, j'ai exactement. l'impression quand même qu'il faut les deux. L'un suffit pas et que comme, je ne sais pas, une personne qui ne voit rien, en fait, qui est aveugle, on peut lui dire ce que c'est qu'une table. Il ne peut pas avoir la table s'il est né aveugle. Oui, tout à fait. Mais il pourrait malgré tout la ressentir par la conscience tactile. C'est là où ça pose question. Ouais. C'est que Donc, quand on je dit ne que sais les pas, en fait, contours. le truc stupide, alors je dirais peut-être pas stupide, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça me parle sans que ce soit forcément péjoratif. Ah oui, tout J'ai à fait. l'impression que ce soit peut-être séquentiel, je ne sais pas. Oui. Mais c'est ce que dit Sakya Pandita, en fait. En fait, les Sakyapa, en général, ont une lecture très littérale de ce que fait Acharya Dharmakirti, ouais. Et donc, Sakya Pandita le dit littéralement, il dit Ngunsun Kurpa Michenra. Il dit la perception visuelle est stupide, mais possède des yeux. Stupide, mais en fait, Kurpa en tibétain, ça peut vouloir dire muet. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Quand un bébé, il est muet dans le sens où il n'a pas de langage articulé comme nous, en fait, un langage sophistiqué, on pourrait dire. Mais Kukpa en tibétain, ça peut vouloir dire soit muet, soit stupide. Et donc, Sakapandita le dit, en fait, il dit Ngunsun Kupa Michenra Toba Longwa Makeba. Et ensuite, il dit, en fait, littéralement, il dit la perception directe est stupide et a des yeux. Donc là, il parle de, par exemple, quelqu'un qui serait muet mais qui voit très bien. Et ensuite, il dit la conception est aveugle mais est très éloquente. Ouais, comme quelqu'un qui ne verrait pas, mais qui pourrait disserter sur les couleurs, les contours, etc. Et ça, c'est la conception qui fait ça. Et ensuite, il dit Ranrik, Ranrik Wambo Tsanwaye. Il dit l'autocognition qui, elle, possède tous ses sens, toutes ses facultés. Non seulement elle voit, mais en plus elle comprend. Elle présente l'un à l'autre. Elle présente les deux premiers l'un à l'autre. Nibo Dei Dajoje. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il dit, Sakapandita dit la perception directe. Elle est stupide ou muette, on pourrait dire. Elle ne peut pas disserter, elle ne peut pas conceptualiser, etc. Mais elle voit très bien. Ensuite, la conception est aveugle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de contact direct dans la réalité. C'est toujours indirect pour la conception. Donc, c'est pourquoi elle dit elle est aveugle, mais elle est éloquente. Elle sait parler, elle est, etc., etc. Et l'autocognition qui, elle, a toutes ses facultés, elle présente l'une à l'autre, la perception directe et la conception. Et donc c'est grâce au continuum de l'autocognition qu'on peut avoir un semblant de continuité dans l'objet, le même objet, qui d'abord est perçu dans ses aspects les plus basiques et ensuite est compris par la conscience conceptuelle. C'est ça qui est intéressant. Et Ouais. pour les Prasangikas, c'est bon ou pas ça? Ça, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Donc, en fait, pour continuer déjà chez les Sautrantika, ça semble être, en effet, si on lit l'esprit de perspective de Christopher de Charles, quand il parle du cerveau, justement, il dit qu'il y a certaines aires qui s'activent depuis les aires les plus sensorielles et qui vont ensuite se diriger vers les aires conceptuelles. Mais ça, c'est le mouvement ascendant. Et il y a le mouvement descendant aussi. Ça veut dire qu'il y a aussi les aires qui s'activent depuis les aires les plus conceptuelles qui vont aller rejoindre les aires les plus sensorielles. Et à un moment donné, il y a une rencontre entre les deux. Et là, il y a la réalisation de l'objet. C'est intéressant, ça. Donc les Prasangika, eux, disent qu'on peut avoir une conception avant, pendant et après. On n'est pas obligé d'imputer l'objet avant de le voir ou pendant qu'on le voit ou après qu'on le voit. En fait, pour les Prasangika, c'est beaucoup plus libre. Mais les Sautrantika, ici,
ils ont un problème, c'est que pour les Sautrantika, les consciences doivent, en effet, ont un champ sensoriel très spécifique, les consciences sensorielles, alors que la conscience visuelle appréhende des couleurs et des contours. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on voit une table? Si on dit on ne fait que conceptualiser la table, ça veut dire qu'on ne voit pas la table, on voit un contour et une couleur. Pourtant, les textes semblent dire qu'on peut voir une table, mais en effet, certains diront qu'on ne réalise pas visuellement la table. C'est intéressant. Par exemple, un autre exemple. Par exemple, vous regardez un magnifique paysage. Par exemple, vous voyez une photo de Mathieu Ricard sur les lacs du Tibet, etc. Des lacs qui ont une couleur turquoise. Ouais. Est-ce que votre conscience visuelle appréhende la couleur de l'eau? Est-ce que vous voyez de l'eau? Vous ne voyez pas de l'eau. Si. Bah si, on voit de l'eau et elle est bleue. Si je vous dis Non, regardez on voit la pas de mer l'eau, là-bas c'est ou une regardez le lac conception qu'on là-bas, a de etc. l'eau. Hein? Ouais, on voit la On voit pas de photo de l'eau. l'eau, mais on voit On pas voit l'eau. de la Ok. photo de Bon, l'eau, laissez mais tomber pour la photo. inconsciente. Laissez tomber la photo. Ok, si par exemple je vous dis regardez par la fenêtre, regardez par la fenêtre et vous avez peut-être un point d'eau quelque part, ou sinon si vous n'avez pas de point d'eau, regardez dans votre baignoire. Est-ce que vous voyez l'eau? Est-ce que votre conscience visuelle réalise de l'eau? On voit les reflets dans l'eau. Mais est-ce que Non, vous ne on voyez voit pas de l'eau? l'eau. On ne voit On pas voit L'eau l'eau. l'eau. transparente. Bah si, on voit l'eau. On ne voit pas s'il y a de l'eau dans la tasse ou pas. Bah si. Par exemple, si je vous présente du thé ou de l'eau, etc. Bah non, vous dites, bah non, j'en ai déjà dans la tasse. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez de l'eau dans la tasse? Vous la voyez, non? Oui. Ok, très bien. Donc, il s'ensuit que votre conscience visuelle réalise un objet tactile, puisque l'eau est l'objet d'appréhension d'une conscience tactile. Non, 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 non. Ah, Est-ce que vous voyez du feu? Est-ce que vous êtes capable de voir du feu, de réaliser le feu qui se trouve au loin? Vous Bah, voyez un on feu voit, d'artifice, etc. on voit un objet avec une couleur, d'accord? Et on voit une couleur, donc, et après la conscience conceptuelle nous dit que c'est du feu. Bon. Bon, on ne voit pas du feu. Notre conscience visuelle ne voit pas du feu, alors. Ah, c'est intéressant, ça. Si on voit la couleur du feu, on voit du feu, non? Parce que non seulement on voit du feu, on le reconnaît, et en plus on sait que ça brûle. Exactement. Donc, si on dit que notre conscience visuelle voit du feu, ça veut dire qu'elle appréhende un objet tactile, puisque le feu, c'est réalisé par une conscience tactile. C'est chaud et brûlant. La conscience- Ça veut dire qu'il y a eu une expérience avant, en fait, non? Alors, on pourrait dire que c'est ce que dit la suite du texte, c'est qu'on peut entraîner nos consciences sensorielles. C'est ça qui est beau. Ah. Même nos consciences sensorielles peuvent être suffisamment entraînées pour réaliser la chaleur du feu. Oui, mais Ou, comme, ouais. donc il y a vraiment une histoire d'expérience, effectivement. Ah oui, nécessairement. Nécessairement. Mm. C'est ça qui est intéressant, ouais, c'est que quand on voit un objet pour la première fois, est-ce qu'on réalise cet objet? On pourrait dire qu'on a une cognition valide d'un objet en particulier, mais sans savoir, sans tout connaître de cet objet-là. Ouais. Mais C'est-à-dire que- Ouais. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on répond à ça? Cette histoire de conscience visuelle qui voit quelque chose de tactile. Eh ben oui, justement, qu'est-ce qu'on répond à ça alors? Eh Qu'est-ce ouais, que qu'est-ce vous qu'on avez répond à répondu ça? et on ne peut pas faire les deux en même temps, hein. On ne peut pas et regarder et sentir en même temps. Il y a forcément, à un moment donné, quand on regarde quelque chose, euh, vous le sentez, mais vous allez voir que pendant que vous sentez, vous regardez, mais vous ne percevez pas que vous regardez. En fait, on peut pas faire, tout ne peut pas se faire en même temps, même si on a l'impression que ça se fait en même temps. Quand C'est on des fait instants. attention, quand on regarde quelque chose et si on sent, on est concentré sur l'odeur, par exemple, si on prend le brûlé, mais on n'est plus concentré, on ne voit pas, enfin, c'est pas qu'on ne voit pas, ça peut devenir Attentif. interstitiel, en fait, je Inattentif. suppose. Mais c'est Mais pas on la peut même pas le faire en question. même temps. Il y a un. Là, c'est pas la même question. Là, c'est est-ce que un champ sensoriel peut appréhender ce qui est normalement réalisé par un autre champ sensoriel? Oui. Par Bah, exemple, une personne malvoyante va observer le visage de quelqu'un, mais par la conscience tactile. Par d'autres sens, oui. Exactement. On peut, par exemple, les contours, on a dit les contours sont les objets d'appréhension, les consciences visuelles. Mais si, par exemple, on est dans le noir et qu'on cherche son téléphone ou qu'on cherche sa tasse,
notre conscience sensorielle, tactile, arrive à distinguer le téléphone de la tasse, non? Oui. Oui, 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 oui. Ah, et pourtant, ce sont des contours. Mais tout est dans le terme que tu utilises, en fait. Arrive à distinguer. Ça veut dire quoi, distinguer? Parce que distinguer visuellement, donc tu vois, tu orientes aussi. Ah, je ne dis pas visuellement. Ah, je ne dis pas visuellement. Tu nous orientes. Visuellement. Tu pourras regarder le replay. J'ai dit, arrive à distinguer. Si on cherche notre téléphone, il fait noir, etc. Il est tôt le matin, etc. On cherche son téléphone, on tâtonne, on trouve le téléphone tactilement avec la main. Notre main arrive à certifier le contour rectangulaire du téléphone, non? Et pourtant, un contour, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle. Mon téléphone. Oui. Hein? Ça arrive aussi des fois, tu prends un truc, tu dis, ah mince, c'était pas mon téléphone. Ah, mais ça, c'est des cognitions fausses. Mais là, quand c'est une cognition valide, Oui, mais donc c'est présupposé. Enfin, je sais pas. C'est pas pour le Bon, donc ça veut dire que c'est faux, en fait, de dire que la perception directe visuelle réalise que les contours et les couleurs. C'est ça qu'il faut comprendre? alors en effet, on Ou- pourrait dire que, on pourrait dire que basiquement, en effet, elle réalise cela nécessairement, mais elle peut réaliser plus. Voilà. Ouais, c'est ce que va dire la suite du texte. C'est justement là. Donc après Mais cette phrase, ce qui est embêtant, Ginpa, c'est que moi j'ai oui, des tableaux, des formes sources, tout ça. oui. Donc ils sont faux? Alors non, on peut comment... simplement dire que les formes sources sont bien réalisées ou les objets Oui, d'appréhension des consciences visuelles, mais ça ne veut pas dire que la conscience visuelle ne puisse pas voir quelque chose qui n'est pas son objet d'accord. d'appréhension. Ouais, d'accord. Ok. Par exemple, est-ce qu'on peut voir quelqu'un? Est-ce que moi je vois des gens ici, là? Oui, je vous vois, non? Donc je vois Et des... oui, et oui, oui, oui. Est-ce que ma conscience visuelle peut voir, dans le sens réaliser, un composé non associé? Bah non, puisque Tu c'est vois les le contours et les corps, couleurs. tu vois la matière, tu vois pas la personne. Donc Ouais. on ne voit, on peut jamais voir personne. Quand on dit, tiens, aujourd'hui j'ai vu un tel, c'est faux. Alors. Tu vois le corps de la personne, mais tu vois pas la personne. Donc on peut simplement dire aux gens, j'ai vu le corps de telle personne. Ça fait un peu tendancieux, non? Oui. J'ai vu l'objet d'engagement de la personne. Visuellement, c'est ça que tu vois. Visuellement, c'est ça que tu vois quand même. C'est l'objet d'engagement que tu vois. Ouais. Donc, du coup, de toute façon, quand tu as dit tout à l'heure qu'on voit l'objet apparent, même ça, je ne suis pas sûr que c'est tout à fait. On ne peut pas non, mais je ne dis pas ça pour. Pour Je vais t'embêter. redire ça différemment. Un objet apparent, on ne peut pas le percevoir dans Ah toute bon? dans son, je sais pas, entièreté, parce que de toute façon, on ne voit pas la vacuité de l'objet. Et la Donc, vacuité n'existe pas pour les Sautrantika. ah oui, c'est vrai qu'on est encore dans les 130 cas, c'est vrai. Ok, Ouais. je n'ai rien dit. Et pour les Sautrantika, le non-soi ne fait pas partie de l'objet apparent, des perceptions directes. C'est impossible, puisque, souvenez-vous, cette loi irrémédiable des Sautrantika et même des autres écoles, on pourrait dire, tous les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Et les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Donc le non-soi ne sera jamais l'objet apparent ou l'objet d'appréhension d'une perception directe. Mais il peut être son objet d'engagement. Oui. Oui, d'accord. Donc, du coup, c'est juste pour les prasangika que ça pose problème. Hein? Enfin, voilà. Donc, toi, tu es dans les 130 donc c'est logique. OK. Les prasangika, ça pose pas de problème. Non, en fait, ils ont des problèmes avec rien parce que de toute façon, il n'y a rien qui existe de son propre côté. Ah, oui. Bon, alors on aura le temps d'en reparler, ouais. Mais pour les Sautrantika, c'est important de voir qu'il y a cette dichotomie irrémédiable. Ouais. Les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Très bien. OK. Donc ici, ce que dit cette moitié du texte là, cette moitié du paragraphe, mais cette lecture n'est pas correcte. Donc parce que certains occidentaux ont compris, euh, mais en fait, ils n'ont pas tout à fait tort. C'est ce que dit quand même Acharya Dharmakirti. Au tout début, la perception directe est stupide. Et Sakapandita le dit. Ouais, Ngon son pas. Il le dit littéralement. Ouais. Et donc, ensuite, le contenu informatif vient de la conscience conceptuelle. Et après, il y a d'autres lectures de Acharya Dharmakirti qui lui font dire que la perception visuelle peut appréhender des objets plus complets. Ok, donc on va en parler, parce que ça mérite d'être un peu clarifié. Ça veut dire que
Au début, les Sautrantika, ils font comme les Vaibhashika. Ils disent, OK, c'est quoi les vérités ultimes? C'est quoi les briques constitutives de l'univers? Ce sont des objets minimalistes. Ils vont dire, ce sont des particules, par exemple pour la matière, ce sont des particules de matière. Ça, ce sont les briques constitutives de l'univers. Et tout ce qui est fabriqué par ça, ce sont des phénomènes imaginaires d'une certaine manière, des phénomènes imputés. Ouais, ça, c'est la toute première lecture. Ils vont dire que si on cherche vraiment ce qu'est la réalité des choses, eh ben, il faut zoomer, 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 zoomer. Qu'est-ce qu'on trouve au bout d'un moment? Des particules infinitésimales. Ouais, ou des instants de conscience infinitésimaux, etc. Ouais, c'est ça les vraies briques constitutives de l'univers. C'est le boson de Higgs avant le boson de Higgs. Chez les scientifiques. Ouais, les scientifiques actuels cherchent le boson de Higgs, la particule la plus minimaliste de l'univers. Et c'est ce que faisaient les scientifiques bouddhistes à l'époque. OK. Mais est-ce que notre conscience visuelle réalise une particule infinitésimale? Non, c'est trop petit. Trop petit, ouais. C'est trop petit. Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti a une seconde lecture, va dire, OK, ce sont des molécules suffisamment grosses, des amas d'atomes qui sont les objets d'appréhension des consciences visuelles. Par exemple, des taches de couleur. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup plus gros qu'une particule minimaliste. Donc, ce n'est plus vraiment un phénomène imputé, c'est un phénomène substantiel. C'est vraiment une brique constitutive de l'univers, dans le sens c'est un objet d'appréhension d'une conscience visuelle. Et après, elle continue, il a un troisième moment de lecture des choses, et on va dire chez les Gelugpa, quand on interprète Acharya Dharmakirti, on va dire tous les objets apparents des perceptions directes sont les phénomènes impermanents, vous êtes d'accord? C'est ce qu'on vient de dire. On a dit les objets apparents des perceptions directes sont les phénomènes impermanents. Est-ce qu'une table n'est pas un phénomène impermanent? Oui, que si. Ben Et donc, si. une table est l'objet apparent et est même l'objet d'engagement d'une perception directe. C'est-à-dire la perception directe non seulement perçoit la table, donc la table lui apparaît, mais en plus, c'est son objet d'engagement. C'est ce que la perception visuelle comprend. Elle comprend la table, pas uniquement le contour et la couleur de la table. Parce que la table, c'est un impermanent. Et pour les perceptions directes, la table qui est l'objet apparent de la perception directe et la table qui est son objet d'engagement sont équivalents. Et donc ça veut dire que là, la perception visuelle ne fait plus que réaliser ni des particules infinitésimales, ni des taches de couleur, etc., mais un objet carrément beaucoup plus grossier. Oui. Et donc la table, cette table, c'est une vérité ultime pour les Sautrantika. Pourquoi? Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une conscience non erronée. Une perception directe, comme vous le savez, la définition de perception directe, c'est Libre de conceptualisation et non erronée. voilà, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Non erronée, ça veut dire ultime chez les Sautrantika. C'est une conscience ultime. Et tous les objets apparents des consciences ultimes sont des vérités ultimes. Et donc, c'est pourquoi la table n'est pas que l'objet apparent de la perception directe, c'est aussi son objet d'engagement. Et donc, la perception visuelle réalise la table de ce point de vue-là, comprend la table. Mais alors, les Vaibhashika, moi, d'accord. Donc, du coup, les Vaibhashika, comment ils font alors pour le boson de Higgs? Alors, bah, pour eux, c'est facile. Ils disent que c'est des particules minimalistes qui sont constituées de 8 particules élémentaires, au minimum. Oui, mais Ouais. donc, du coup, en fait, c'est une question de définition, parce que s'ils disent que la vérité ultime pour eux, c'est ce qu'on voit, enfin, plus ou moins de façon grossière en fonction des écoles, ça n'empêche que la définition, je sais pas, c'est pas parce qu'on a une définition que du coup, la réalité, on la met de côté. Parce que la définition, on peut l'adapter en fonction de ce qu'on a envie, en fonction de nos ressentiments, de nos écoles, mais la réalité en soi, elle ne dépend pas de la définition qu'on en donne. Comment ça? Qu'est-ce que c'est la réalité en soi? Oui. C'est ce que j'aimerais savoir aussi, je ne sais pas. Voilà, puisqu'on est sur une espèce d'appréhension du réel qui en fait est une interdépendance universelle. Et on n'a pas d'autre appréhension du réel. Alors ça, c'est Prasangika, attention, oulala. Non, mais je pense dans la lecture Prasangika, non, mais c'est parce que c'est cette question-là qui pose. Parce que pour les Sautrantika, c'est pas le cas, attention. Hein. Oui, non, mais ça, ok. Ouais. Pour les autres antikas, c'est les particules infinitésimales et puis les moments de conscience infinitésimaux. Ok.
Oui, mais aussi ce qu'on vient de dire, c'est aussi tous les phénomènes spécifiquement caractérisés, ouais, soit l'akshana, tout ce qui est impermanent. C'est-à-dire que la planète Terre, qui est énorme, c'est aussi réalisé par une conscience visuelle, non? Ou compris par une conscience visuelle. Ça peut être l'objet d'engagement d'une conscience visuelle, non? Oui, si on est Thomas Pesquet, oui. Donc, il y a forcément quelque chose que l'un et l'autre ne voient pas, c'est pas possible. Hein? Il y a forcément quelque chose que l'un et l'autre ne voient pas. Je veux dire, en fait, on peut pas les mettre ensemble. Il y a forcément un qui, je sais pas si, pour moi, c'est pas, il peut pas y avoir deux vérités entre guillemets. C'est la vérité ultime pour l'un finalement n'est pas pour l'autre. C'est comme on dit, l'un il a atteint le nirvana pour l'un et l'autre il est juste endormi. Enfin, je ne veux pas mélanger tout, mais disons que Par finalement, il y rapport a à quelle école? quelque chose. Par rapport à quelle école? Il n'y a pas un réel, il n'y a pas un réel, le même En réel. fait, ça dépend des écoles, mais c'est vrai que c'est Ouais. Et là, il faut rester chez les Sotrantika, ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon, je ne parle plus, je vais rester dans les Sotrantika, ça sera. Ouais, c'est très important. Parce qu'après, les Prasangika, on ne les comprendra pas bien tant qu'on n'aura pas bien compris le Sotrantika, ouais. Ouais, ok. Parce que les Prasangika vont dire que la définition d'une perception directe, ça ne peut pas correspondre au Sotrantika. C'est nécessairement erroné chez les Prasangika, ouais. Donc, c'est pourquoi on peut pas. Il faut d'abord bien comprendre le Sotrantika, ouais. Même si on les prend un petit peu, comment dire, d'une manière très. Comme un cas d'école, en fait. On les prend un petit peu comme une base de travail sur laquelle on va construire une compréhension, puis après, on va pouvoir approfondir cette compréhension vers le Chittamatra et le Prasangika, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, ils sont très importants pour bien faire ces distinctions. Et qu'est-ce qu'une vérité ultime, ouais. Et donc, bien sûr qu'ils ne sont pas tous d'accord. C'est sûr qu'entre les Sakapa et les Gelopa, il va y avoir des différences. C'est ce que dit Guichet Dreyfus. Mais si on prend un point de vue particulier, ça semble faire sens malgré tout, ouais. Si on dit que tout ce qui est impermanent est l'objet apparent d'une perception directe, et que pour une perception directe, son objet apparent, en général, on pourrait dire son objet apparent, c'est son objet d'engagement. Quand on dit un objet d'engagement, ça veut dire objet de compréhension. Et donc, comprendre, réaliser, certifier, déterminer, c'est équivalent. Et donc, ça veut dire que si on dit que la table est impermanente, elle doit être l'objet d'engagement d'une perception directe. Et donc, la perception directe doit comprendre la table, doit pas la comprendre conceptuellement, hein, mais réaliser la table, savoir que c'est une table. Donc, ça pose question. Carrément. Excuse-moi. Et quand on voit, pardon, quand on voit un objet, quelque chose, un existant qu'on ne connaît pas, donc on perçoit par différents sens. Et après, c'est l'identification, c'est parce qu'on va passer par différents concepts pour essayer d'analyser, pour essayer de trouver quelque chose, parce que C'est-à-dire qu'on apprend la nature des objets. Ça veut dire qu'on n'a pas comment dire, de science infuse. C'est-à-dire quand on est un bébé, on nous dit, bah, ça, c'est une table, ouais. ouais, mais toi, par exemple, tu découvres quelque chose, tu arrives quelque Oui. part, il y a un truc, tu sais pas ce que c'est du tout. Donc en fait, Oui. c'est parce que après ta conscience mentale va analyser, faire des rapprochements, des choses comme ça, pour Oui. identifier éventuellement cet objet. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois perception et identification, enfin analyse, c'est ça? Il doit y avoir un mélange des deux. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au cerveau, etc., avec les aires conceptuelles et les aires perceptuelles, etc. Il doit y avoir un mélange des deux. Il doit y avoir toujours, en fait, ils vont tous être à peu près d'accord pour dire que on a ces deux accès à l'univers, la conception et la perception. Et donc les deux doivent travailler ensemble. Après, ils sont à peu près tous d'accord chez les bouddhistes pour dire ça, mais ce qui pose question, c'est que chez les Sotrantika, est-ce qu'une perception visuelle réalise une table ou pas, elle-même toute seule, sans besoin de la conception? Et donc, on pourra dire que oui, si elle est suffisamment entraînée pour ça. Ouais, ça veut dire que si on a l'habitude de voir des tables, dans ce cas-là, on dira que cette perception visuelle pourrait à la rigueur voir une table, même si tout le monde ne sera pas d'accord. Par exemple, Geshe Gensen dit non, une perception visuelle ne réalise pas une table, mais elle voit une table à la rigueur. On peut faire cette distinction entre réaliser et voir. Mais on pourrait bien sûr creuser le sujet, ouais. Donc, en effet, si on voit un objet pour la première fois, on ne sait pas ce que c'est, etc., bah, après, on va faire une enquête. On va essayer de corroborer, de faire une recherche, une étude comparée, essayer de rechercher, demander des témoignages, etc., etc.
et puis après, on a compris conceptuellement. Et après, on peut imputer le nom par rapport à l'objet. Mais après, si on a tellement l'habitude de voir cet objet-là, on pourrait, pourquoi pas, faire en sorte que notre conscience visuelle réalise cet objet ou certifie cet objet. C'est ce que dit le texte. Hein? C'est reconnaître en fait le mot. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que le titre du livre de Geshe Dreyfus, c'est Recognizing Reality. Ouais. D'accord. Oui, mais si on voit une table pour la première fois, on ne voit pas les choses. Au début, on voit les choses telles qu'elles sont, mais après, de toute façon, même si on ne dit pas c'est une table, on va quand même identifier, parce qu'il y a toujours le facteur d'identification qui est toujours omniprésent, donc il va marcher toujours. Mais le facteur d'identification, il est avec les consciences visuelles aussi? Non. Ah oui. Ah oui, il est de toute façon avec toutes les consciences, même les sensorielles, les facteurs omniprésents. Oui. Alors là, donc ça veut dire que quand on étudie par exemple le Lorik de Yunzin Pulbuchok, et même dans d'autres Lorik, il y a, et même dans celui-ci d'ailleurs, dans la suite du texte, on verra ça, on verra qu'il y a des conditions valides qui certifient par elles-mêmes et des conditions valides qui certifient par d'autres. Ça veut dire que, par exemple, ils prennent l'exemple du feu. Au loin, vous voyez une couleur rouge et votre conscience visuelle réalise la couleur rouge. Et après, vous vous rapprochez et vous dites, ah, mais c'était la couleur du feu. Et là, vous avez une nouvelle condition valide qui certifie, c'est la couleur du feu. C'est plus simplement la couleur rouge, c'est la couleur rouge du feu. Donc ça veut dire qu'on peut trancher des surimpositions supplémentaires au fil du temps. Ouais, par exemple, on peut voir cette table et on peut comprendre que c'est une table, pas nécessairement de quoi elle est faite. Après, on va se rapprocher, on va dire, tiens, c'est une table en bois. Donc, on va trancher une surimposition supplémentaire. Puis après, on va dire, tiens, on va voir la personne qui vient de la fabriquer. On voit le menuisier, etc., qui fabrique les mêmes tables. Et là, on réalise d'où elle vient, etc., etc. Et le jour où on sera omniscient, ben, on va tout réaliser. On va trancher toutes les surimpositions par rapport à la table. Oui. Ouais. Mais au début, on ne dira pas c'est une table, on va dire c'est un drôle de truc. Mais le fait de dire c'est un drôle de truc, déjà, on identifie. On pourrait voir un objet matériel. On va dire, si par exemple on nous pose la question qu'est-ce que tu as vu? Bah, j'ai vu un objet visuel, un objet matériel, un objet carré, un objet rouge, de couleur rouge, etc., etc. Donc on tranche quand même certaines surimpositions. Mais c'est ce que dit Geshe Dreyfus. Il dit on n'est pas obligé de trancher toutes les surimpositions par rapport à un objet pour réaliser un objet. Sinon, il n'y a que les omniscients qui réaliseraient des objets. Tu peux expliquer le terme surimposition, ou enfin le définir? Oui. Une surimposition, c'est par exemple si on veut apprendre l'alphabet tibétain, par exemple. Avant d'apprendre l'alphabet tibétain, on a des surimpositions par rapport à ce que sont les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ces lettres. Ensuite, quand on apprend la première lettre, on va trancher les surimpositions par rapport à ce qu'est cette lettre. Ou quand on apprend l'alphabet français, par exemple, A, B, C, D, etc. Ouais. Avant de connaître A, B, C, D, on avait des surimpositions par rapport à A, B, C, D. C'est-à-dire ce qui nous empêchait de connaître ces lettres-là. Maintenant qu'on apprend A, on tranche les surimpositions par rapport à A, par rapport à ce qui est A, ce qui n'est pas A, etc. Ouais. Donc les surimpositions, ce sont des facteurs qui font obstacle à la compréhension. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, ça veut dire ne pas connaître. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Ouais, je crois que c'est dans le Pramana Vinishchaya quand il dit Nye padan ni jodoi ne il dit la conscience qui certifie, donc la certitude ou la certification, et l'esprit qui surimpose ont pour nature d'être ce qui terrasse et ce qui est terrassé. Ouais. Donc la certification, ça veut dire certifier un objet, ça veut dire éliminer les surimpositions, mais pas nécessairement toutes les surimpositions, éliminer des surimpositions. Ouais, ça vous parle? Ok. Ok. Et donc, on est obligé d'accepter malgré tout qu'on a, ouais, en effet, ce qui certifie. Ce qui certifie, ça veut dire ce qui réalise, ce qui atteint son objet identifié, ce qui tranche la surimposition. Ouais. Je mettrai sous la vidéo, je mettrai un petit texte justement de Geshe Dreyfus par rapport à ça, oui, où il parle de ça. Ok. Très bien, très bien. Et donc, justement, cette fin de ce passage aussi est très important.
Il dit, mais cette lecture n'est pas correcte. Donc, si on dit que les perceptions directes sont toujours stupides, ne réalisent rien, etc., c'est sûr que là, ce n'est pas correct. Ouais. Ok. Puisque les consciences sensorielles connaissent et réalisent, c'est ça qu'on vient de dire, adigam en sanskrit ou tokpa en tibétain, avec une suscrite ra aussi, hein, parce que sinon ce serait la conscience conceptuelle. Ok. Donc, mais cette lecture n'est pas correcte puisque les consciences sensorielles connaissent et réalisent leurs objets. Après, quel est l'objet des perceptions directes? C'est là où ça pose question. Est-ce qu'une table est l'objet réalisé par une perception visuelle ou est-ce que c'est simplement la couleur de la table? Ok. De plus, les consciences sensorielles peuvent être entraînées, et ça c'est Acharya Dharmakirti qui le dit. Entraînées de façon à ce qu'une conscience visuelle, par exemple, puisse reconnaître qu'une personne perçue est un homme et même que cette personne est son propre père. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut, notre conscience visuelle, il n'y a pas besoin de réfléchir à chaque fois ou d'avoir une conception, de se dire est-ce que c'est mon père ou pas mon père, est-ce que c'est un homme ou pas. Notre perception visuelle, tout simplement, est suffisamment entraînée pour réaliser son objet par elle-même, on pourrait dire. Cela ne veut pas dire que la conscience visuelle désigne la personne en imputant ceci est mon père. Ouais, ça c'est tout à fait impossible chez les Sautrantika. Mais qu'elle le reconnaît et que cette connaissance produit une conscience conceptuelle subséquente qui applique le nom père sans réflexion supplémentaire. Ouais, comme on disait, il y a la conception et la perception qui travaillent soit ensemble, soit de manière séquentielle. Ouais. Ok. Les consciences sensorielles sont aussi capables de comprendre la capacité de leur objet à accomplir une fonction. Ainsi, une conscience visuelle peut elle-même percevoir que le feu possède la capacité de cuire et de brûler. Par exemple, une vache, quand elle voit une rivière, elle certifie l'eau comme pouvant étancher sa soif. Sa conscience visuelle, elle n'a pas besoin d'analyser, de mettre le nez dans des bouquins de philo, d'épistémologie, pour réaliser qu'en allant boire à la rivière, sa soif va disparaître. Donc, on pourrait dire que sa conscience visuelle certifie la fonction de l'eau qui est d'étancher la soif. Non? Oui, enfin, Oui, bah oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Mais c'est parce qu'elle a eu l'expérience. Si elle avait pas eu Exactement. l'expérience. c'est le problème de reconnaissance. Et là, on peut... C'est un entraînement. Parce Un que entraînement. entraînement, C'est le propos de ce passage-là, c'est ça qu'il dit. C'est qu'on peut entraîner nos consciences. On n'est pas en train de dire que quand un animal voit de l'eau pour la première fois, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. On dit une vache, elle a suffisamment l'habitude de boire à la rivière, et donc dès qu'elle voit la rivière, elle réalise directement sa possibilité d'étancher sa soif. En fait, Qu'est-ce qu'on appelle entraînement? Parce que est-ce qu'entraînement, c'est le fait de pouvoir basculer du sensoriel au conceptuel plus rapidement par la conscience mentale, ou est-ce que l'entraînement, c'est vraiment que la conscience visuelle qui va réaliser? C'est ça, qu'est-ce qu'on appelle l'entraînement? Eh ben, en fait, l'entraînement nécessite nécessairement un souvenir. Ça veut dire que la vache, au début, elle va se souvenir qu'elle a bu à cette eau, etc., et qu'elle a étanché sa soif. Donc, au début, il y a un souvenir, une conscience conceptuelle qui est là, non? Donc, qu'est-ce qu'on appelle entraînement? Est-ce qu'on Oui, c'est les deux. met en place la conscience conceptuelle forcément sans que ça soit... Voilà. Voilà, et justement, c'est tout le propos de Recognizing Reality. De reconnaître la réalité. De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire en sorte que la conscience visuelle réalise son objet ou pas, par elle-même ou pas? Ouais. Est-ce que c'est vraiment par elle-même ou est-ce qu'elle a besoin d'une conscience conceptuelle? Oui, on dira qu'il y a toujours besoin d'une conscience conceptuelle pour dire bah, c'est de l'eau ou je me souviens d'avoir bu là et je me souviens que ma soif avait disparu, etc. Ouais. Ok. Très bien. Vous m'entendez bien parce qu'il y a un Karcher qui tourne dehors là. Ok. Oui, non, on entend le Karcher aussi, mais on t'entend bien. Ok. Du coup, Super. on est obligé de dire oui, que c'est comme ça pour les Sautrantika, même si pour moi, c'est pas logique, mais bon. Obligé de dire oui à quoi? Handicap. Je ne suis pas d'accord, moi je ne comprends pas l'entraînement. Moi je suis d'accord avec ce que dit Dominique dans le sens il y a un entraînement et que la conscience, enfin, la perception visuelle ne peut pas tout faire. Donc moi je n'arrive pas à comprendre que même s'il y a un entraînement, de toute façon on est obligé de passer par quelque chose de conceptuel. On peut, visuellement on ne peut pas réaliser quelque chose. On peut réaliser que c'est de l'eau, mais on ne sait pas que ça va étancher ta soif, on ne sait pas que ça va faire tout ça. Parce que la perception visuelle, c'est comme l'ordinateur. L'ordinateur, il va regarder quelque chose, il scanne, il dit voilà, c'est de l'eau. Est-ce que l'ordinateur sait que ça va le faire rouiller ou ça va le faire disjoncter?
Je sais pas si on met le programme, oui. Mais conceptuellement, il ne va pas réfléchir en disant, ah là, attends, il ne faut pas que je m'approche et tout ça. Enfin, je ne sais pas. Après, Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mais comme tu as dit qu'on reste dans les sauts de 30K, oui, mais ce comme qu'il faut ça. essayer de voir aussi, c'est que le phénomène conscient, l'événement mental de la conscience, bien sûr qu'on peut utiliser des exemples comme une cellule photoélectrique ou un ordinateur, etc. Mais c'est bien plus que ça, le facteur conscient. Ouais. L'événement mental de la conscience, il y a dans sa nature même cette clarté cognitive qui a la capacité de certifier des objets, etc., d'illuminer des objets dans le sens de clarifier le sens d'un objet. Et c'est ce que dit Acharya Dharmakirti lui-même. Oui, il dit que la conscience, c'est ce qui permet de clarifier ou de comprendre un objet qui n'était pas connu. Ouais. Donc après, quelle est la modalité pour la conscience de connaître ces objets? Ben, c'est tout le propos du livre dans son ensemble, en fait. Ouais. C'est l'intelligence artificielle, quand on la connaîtra mieux, elle nous mettra tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, et c'est intéressant de ces exemples-là des ordinateurs, etc. Mais l'exemple est malgré tout extrêmement limité parce qu'un ordinateur ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, ne peut pas certifier son objet, etc. Alors que la conscience visuelle la plus minimaliste, la première lecture d'Acharya Dharmakirti, qui réalise une couleur, il y a quelque chose de bien plus riche là-dedans, tellement différent. Le phénomène conscient est tellement vraiment spécial dans l'univers. Ça veut dire que pour les Sotantrika, chaque conscience sensorielle perçoit par son sens et certifie obligatoirement, identifie l'objet. À chaque fois, c'est comme ça. Alors, en même temps. si on a cette lecture, en effet, si on a cette lecture de Acharya Dharmakirti, telle qu'elle est interprétée chez les Gelugpa, en tout cas, la lecture plus tardive de l'épistémologie bouddhiste, en effet, on dira que la perception visuelle identifie, perçoit dans le sens où réalise son objet. Mais là encore, il y a des débats. C'est-à-dire que même un Gelugpa tel que Venerable Geshe Gensen dira que la perception visuelle ne réalise pas une table. Je suis d'accord. Ouais. Et donc ça c'est intéressant parce que si on regarde tous ces débats qu'on verra dans la suite du texte, si on dit qu'une conscience visuelle peut être entraînée suffisamment pour réaliser de l'eau c'est quoi chez les êtres humains? C'est ce qui avant tout permet d'étancher la soif, non? C'est la capacité, c'est la fonction de l'eau, non? Chez les êtres humains. Chez les animaux, ça peut être leur domicile, etc. Mais chez les êtres humains, avant tout, et même chez les animaux, pourquoi? Chez certains animaux qui ne vivent pas dans l'eau, mais qui se servent de l'eau pour la boire, pour étancher leur soif, il y a un entraînement suffisant. Bien sûr que l'entraînement lui-même ne peut pas se passer de la conscience conceptuelle. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis en train de dire qu'au contraire, on a besoin du souvenir pour n'importe quel entraînement, vérifier chez vous, mais toutes les compétences que vous avez acquises, est-ce que c'est uniquement les perceptions directes ou est-ce que vous vous êtes servi du souvenir? Forcément que non. Oui, nécessairement du souvenir. Ouais. Donc mon propos n'est pas de dire que la perception directe seule, sans la conception, peut être entraînée. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que la conception est nécessaire pour qu'il y ait un entraînement suffisant. Et à un bout d'un moment, la conscience directe peut être amenée à réaliser par elle-même la nature d'un objet sans avoir plus besoin de passer par la conception. Et ça c'est nécessaire d'être envisagé pour les perceptions yogiques. Parce que pour les perceptions yogiques, on passe d'abord par la conscience conceptuelle. C'est l'inverse du truc de la perception directe, de la vacuité. Tu t'entraînes conceptuellement et tout d'un coup ça bascule. Et ben là, exactement. Ça veut dire qu'une perception directe peut se passer totalement d'une conscience conceptuelle, même si elle avait besoin de la conscience conceptuelle pour exister. Voilà. Et ça, c'est vraiment le propos très important de la perception yogique directe chez les bouddhistes. C'est ce qui prouve, c'est ce qui permet de mener vers le bonheur maximal et définitif, la libération et l'éveil. Si les conditions yogiques sont impossibles, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment la peine d'étudier l'épistémologie, etc. Il n'y a plus d'intérêt de transformer notre esprit. Mais pour pouvoir entraîner notre esprit, ça veut dire qu'au bout d'un moment, une compétence peut se passer de la conception. Par exemple, au début, quand vous étudiez une compétence, vous vous entraînez à conduire ou à faire tel ou tel, ou du sport, etc. Au début, la conscience conceptuelle est très présente. Et ça veut dire que
on fait... peut-être que je suis en train de faire une digression, mais ok. Ok, mais en tout cas, essayez de vérifier ça pour la fois prochaine. Dans les compétences que vous avez acquises, est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez toujours besoin de réfléchir, dire est-ce que je dois mettre le rétro ici et là et mettre les mains à 10h10, etc. ou pas? Après, ça se fait automatiquement. Automatiquement, ça veut dire quoi? De manière non conceptuelle, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image mentale, on le fait directement. Oui, il semble que ce soit le cas, en tout cas chez les Sautrantika. Mais ce que va dire Christopher de Charms, que même chez les Sautrantika, lui, il fait les corrélatifs entre les comparaisons entre les neurosciences et les Sautrantika, ouais, pas les Prasangika. Et dans ce cas-là, il trouve en effet des corrélations avec la conscience conceptuelle, etc. Mais là encore, je ne suis pas en train de dire que la perception directe se passe totalement. Quand une compétence est acquise, on n'est pas en train de dire que la conscience conceptuelle doit être mise de côté totalement. Elle est nécessaire dans le processus d'apprentissage. Mais au bout d'un moment, quand l'apprentissage est effectué, est-ce que la conscience conceptuelle est toujours présente ou pas? C'est là où la question se pose. Ok, wow, bravo, merci, c'est vachement intéressant. Merci pour vos interactions et vos réflexions. C'est ce qui nous permet de construire tout ça. Et on continuera la fois prochaine sur les perceptions directes mentales. Ouh là là, bravo, merci, bonne semaine. Merci, au revoir. Allez, à la prochaine. Au Bonne revoir. journée.